chose est d'annoncer une mesure, mais une autre est de s'assurer de son effectivité. Or, les échos que nous avons, notamment de la part du personnel soignant, montrent que dans beaucoup de centres de santé, ils ne disposent pas des éléments qui leur permettent de mettre en œuvre cette mesure de gratuité. Et d'ailleurs, ça crée des tensions entre eux et les malades qui pensent que donc l'État a mis à leur disposition les médicaments qu'il faut et que c'est eux qui font de la rétention. Donc c'est bien d'annoncer une mesure, mais il faut s'assurer que l'on dispose des stocks et qu'on les donne à disposition des centres de santé pour que le personnel soignant puisse faire son travail normalement. On a eu l'occasion, en tant qu'opposition, de donner notre point de vue sur la manière dont cette question a été traitée par le gouvernement. Et on lui a fait à la fois des reproches et aussi des observations et des contributions qu'il a, je crois, essayé de prendre en compte. D'abord, l'une des reproches qu'on peut lui faire, c'est qu'il a mis du retard à réaliser que la pandémie venait. Depuis décembre, on savait bien que, sur la base des nouvelles qui nous parvenaient de l'extérieur, qu'il y avait cette pandémie qui arrivait. Il y a eu un peu du retard à l'allumage quand on regarde un peu la chronologie des événements et surtout les temps de décision sur la mise en place des infrastructures qu'il faut. Deuxièmement, et ça c'est un reproche très très important, ils n'ont pas eu l'intelligence de s'appuyer sur le système de santé existant, ils ont plutôt voulu créer un système parallèle. Or ça pose un problème parce que les malades, en principe, doivent survenir dans l'ensemble du territoire national. Mais quand c'est comme ça, et comme c'est une nouvelle pandémie que l'on ne connaissait pas, il faut prendre rapidement le soin et mettre en œuvre une mesure urgente pour former l'ensemble du personnel de santé et le mettre à niveau. Quand on appelait dans les dispensaires pour demander, ou dans les CSPS, les gens nous disaient, écoutez, nous-mêmes, on n'est pas au courant, on n'est pas très informés sur la pandémie, on ne sait pas comment la gérer si elle survenait ici. On a eu le sentiment que le gouvernement a voulu mettre en place une structure parallèle, spécifique, comme s'il s'agissait d'une maladie spécialiste et qui ne pouvait être gérée que par des spécialistes. Or, il faut, quand c'est comme ça, s'appuyer sur le système de santé existant, et je crois qu'ils ont tenté donc par la suite donc, de corriger ça. Au début, on n'avait pas les éléments de détection du virus, parce qu'il y a eu du retard pour l'acquisition un peu des kits. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est une course effrénée, et que d'autres pays aussi qui sont en compétition avec vous vont là où on trouve ces kits-là pour les acquérir. Et nous, on n'a pas eu la réactivité qu'il faut, ni peut-être les moyens financiers qui permettaient d'avoir ces kits-là. Et puis aussi la question de la prise en charge des malades dans les centres qu'on dit d'isolement. Vous savez, il y a eu beaucoup de critiques sur la manière dont Tanganogo, par exemple, fonctionnait. Alors, je ne voudrais pas accuser le personnel de santé, dont je sais très bien qu'il est d'un dévouement qu'il faut saluer, mais quand on écoute certains témoignages et commentaires faits par des personnes qui ont été confrontées à la situation, ça pose des problèmes. Est-ce que ce centre-là avait été formaté comme il se doit? Est-ce que la prise en charge a suivi un protocole comme il se doit? Donc tout cela posait des problèmes. Il y a en plus la question de la gestion économique donc, de la pandémie. Pendant un certain temps, on a pris donc des mesures d'isolement qui ont commencé à avoir un effet économique. Et Dieu merci, lorsqu'il en a pris conscience, il a essayé de redresser ça avec un certain nombre de mesures, notamment économiques et fiscales, qui malheureusement se sont arrêtées, alors que les effets de la pandémie continuent. Quand vous prenez par exemple le secteur hôtelier, ce qui a été annoncé comme mesure touchant à la fiscalité, par exemple des recettes liées à l'activité hôtelière ou à des taxes bien précises, n'a pas un impact réel sur le problème que vivent les hôteliers, qui est simple. Nous avons des hôtels, il y a un certain nombre de chambres, nous avons des charges fixes, il n'y a personne dedans. On fait comment? Oui, donc tout ce qui a été annoncé ne permettra pas à ces gens-là, même jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir s'en sortir. Donc c'est l'ensemble de ces questions-là qui avaient été soulevées par l'opposition lorsque nous avons eu une rencontre avec le président du FASO et son gouvernement, rencontre qui, du reste, de notre point de vue, a été un peu tardive. Vous voyez, et c'est peut-être le dernier reproche qu'on doit faire au gouvernement sur cette affaire-là. Ils ont pensé qu'ils pouvaient la gérer tout seuls. Ils ne lui ont pas donné l'expression et la signification d'une urgence nationale qui militait en ce que l'ensemble des couches sociales, opposition, majorité, société civile, syndicats, soient appelés d'urgence et que l'on concorde en même temps un plan de relance donc, de Covid. D'ailleurs, j'ai été invité il y a quelques jours à venir à un séminaire à la primature
pour étudier un peu un plan de relance lié au Covid, notamment de l'économie. Je trouve que c'est un peu tardif, ce n'est pas maintenant qu'on fait ça. Il aurait fallu imaginer ça même depuis longtemps. Mais bon, comme chaque gouvernement va un peu à son rythme là, je comprends bien. En fait, vous savez si votre pays est touché lorsque vous faites un test de dépistage. Si vous ne le faites pas à grande échelle, forcément les chiffres qui vous sont donnés de voir là ne sont pas énormes. Et vous êtes dans l'illusion que la maladie n'existe pas. Les autres pays ont beaucoup de capacités de dépistage. Et forcément, il leur arrive de détecter beaucoup de maladies. Mon sentiment est que beaucoup de Burkinabés, d'Ivoiriens, de Sénégalais en fait, et j'ai été conforté dans cela par ce que m'ont dit des spécialistes étrangers, contactent le virus, tombent malades, guérissent même sans s'en rendre compte. Ce sont des cas asymptomatiques. Tant mieux. C'est sans doute lié à un certain nombre de facteurs, peut-être à la structure d'âge de notre population, peut-être, mais je n'en sais rien, aux conditions climatiques. N'en demeure pas moins que ceux qui, même dans l'état asymptomatique, ils peuvent transmettre le virus à quelqu'un, et si cette personne-là présente des fragilités sanitaires, ça peut aller à un drame. Donc me dire qu'il y a eu moins de Burkinabés infectés que les autres, là, ce n'est pas vrai. Il y a eu moins aussi de Burkinabés qui ont été testés. Voilà. Donc ça ne permet pas de tirer une conclusion comme quoi nous sommes moins infectés que les autres. Voyez-vous, moi je suis étonné et surpris qu'un gouvernement crie victoire quand il fait une route ou une école. Mais tous les gouvernements qui se succèdent là font ça. L'hôpital Yalarado, c'est bien quelqu'un qui l'a construit, non? L'hôpital Blaise Compaoré, c'est bien quelqu'un qui l'a construit. En 60 ans d'indépendance là, tous les régimes qui se sont succédés là ont pris à cœur de faire ce qui est leur travail, c'est-à-dire, entre autres, de doter notre pays d'infrastructures sanitaires. Et je pense qu'en la matière, celui qui sans doute bat le record, c'est le régime du CNR, avec la notion de CHPS, et de faire en sorte que les centres de santé reviennent aux proches des populations. Donc, il n'y a pas raison pour le président sortant ou son équipe là, de crier victoire parce qu'on a construit un CMA ou qu'on a fait une route. C'est un travail normal d'un gouvernement. Maintenant, on peut le faire si dans ce qu'on a fait là, il y a une qualité exceptionnelle par rapport à ce qui n'a pas encore été fait. Et là, je ne la vois pas. Moi, je pense par exemple qu'il faut qu'on se fixe l'objectif dans ce pays-là d'avoir un hôpital par commune. Ce qu'on pourrait appeler un hôpital de campagne par commune. Un hôpital qui offre toute la gamme des prises en charge qu'il faut. Il faut qu'on ait un hôpital dans chacune des 372 communes du Burkina Faso. Ça, c'est ma vision. Tant qu'on n'est pas arrivé là, j'estime qu'on n'a pas le niveau d'infrastructure qu'il faut pour que, de manière adéquate, là, on puisse s'occuper de la santé de nos populations. Est-ce qu'on y est? Non. Deuxièmement, il est clair que plus le temps passe, plus la structure de la population évolue, plus nous voyons l'apparition de nouvelles maladies. Pendant longtemps, notamment au lendemain de l'indépendance, on s'attaquait aux grandes endémies qui touchaient essentiellement les enfants de bas âge. La fièvre typhoïde, la méningite, la rougeole. De plus en plus, on voit apparaître par exemple des maladies qui n'étaient pas connues chez nous. Vous avez parlé de cancer, les maladies cardiovasculaires. Il faut que notre système de santé aussi s'adapte à ça, puisqu'il y a des segments de la population de plus en plus importants qui seront porteurs de ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a une démarche? Je ne la vois pas. C'est bien qu'on ouvre un centre de cancérologie, mais ce n'est pas un seul, parce que le cancer, sous toutes ses formes, où les cancers commencent à apparaître comme étant des maladies qui touchent nos populations. On en fait un, il en faut faire plusieurs. Il y a d'autres maladies qui apparaissent maintenant de plus en plus et qui sont liées au mode de vie, à l'alimentation, à ce que nous consommons, etc., pour lesquels il faut une prise en charge appropriée. Je ne vois pas une stratégie allant dans ce sens-là. Donc, je dois dire, autant il faut se réjouir, si on nous annonce qu'il y a un CSPS ouvert par ici ou un CMA par là, autant il faut continuer à faire la pression et poser des questions pour que les pathologies qui sont celles de plus en plus courantes dans notre pays-là soient réellement identifiées et prises en charge par le gouvernement dans sa réflexion de mise à mise de l'infrastructure qu'il faut pour cela.